bienvenue en cette salle noune de l'hôtel La Falaise à l'occasion de la session d'échange conjointement organisée par le CIDES, l'École nationale supérieure polytechnique et l'UNESCO sur le thème « Comment les technologies changent-elles la vie et le travail ?» cas de l'électronique embarquée dans l'industrie automobile. Pour la modération des 10 échanges, je m'en vais passer la parole au Dr Christian. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, la nouvelle génération de technologies a une portée beaucoup plus large que les précédentes. Elle transforme non seulement l'organisation de la production industrielle et des services, mais aussi les relations entre les entreprises, les relations avec la clientèle et la communication entre les travailleurs. Son pouvoir disruptif s'étend jusqu'à nos modes de vie et de gestion des sociétés contemporaines. Ainsi, le système de production des entreprises doit aujourd'hui répondre à une diversification considérable de la demande. Cette demande diversifiée concerne non seulement les biens matériels, mais aussi les biens dits immatériels. Les technologies aident les entreprises à mettre en œuvre une flexibilité dynamique basée sur une combinaison d'innovation de procédés, d'innovation de produits, d'innovation organisationnelle et d'innovation de marché. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons vers un monde où les robots, ici et ailleurs, prendront bientôt soin des personnes âgées. Des espèces disparues pourront être ramenées à la vie. Nos foyers dans nos maisons pourront subir des cyberattaques. Des capteurs seront omniprésents dans nos voitures, dans nos domiciles, dans nos appareils de tous les jours et mettront fin à une certaine conception de la vie privée. Je suis responsable technique dans une société en France qui s'appelle Segula Technologies. Donc c'est une société qui travaille à 60% dans l'automobile, mais pas que. Elle couvre tous les secteurs principaux tels qu'on les perçoit. AgroApple, c'est un concept car, 3 places, qui a porté des innovations centrées sur les thématiques majeures de l'automobile du futur. Donc l'efficacité énergétique, la conduite et la santé connectée, les interfaces homme-machine et la réalité augmentée, toutes ces thématiques vraiment qu'il faut pouvoir porter en tant qu'ingénieriste de premier plan. Ensuite, il y a l'adaptative cruise control. C'est finalement le fait de réguler sa propre vitesse par rapport à la vitesse du véhicule qui vous précède. Donc vous laissez votre voiture qui règle son déplacement par rapport à la vitesse du véhicule immédiatement devant lui. Très bien. Ceci étant posé, je voudrais vous entrer cette fois-ci dans une mise en œuvre effective, au-delà du projet que je vous ai présenté assez rapidement tout à l'heure. Un projet que j'ai eu le plaisir de diriger depuis 2 ans, qui, à travers ce diagramme, exprime le fait qu'on a imaginé un scénario qui s'appelle valet parking, au cours duquel le conducteur, le propriétaire ou l'utilisateur d'un véhicule, à partir de son smartphone, appellerait le véhicule, lui indiquerait son adresse, et le véhicule, de manière totalement autonome, sortirait de sa place de parking, se dirigerait à la sortie du parking, procéderait lui-même au paiement du parking, donc à l'ouverture de la barrière du parking, et donc se déplacerait depuis ce parking jusqu'à l'emplacement de la pause. Tous ces objets-là, qui sont des objets de notre vie quotidienne, dans notre environnement professionnel et privé, sont des objets que l'on peut appeler comme étant des systèmes qui intègrent de l'électronique embarquée. Pour revenir à l'exemple de l'industrie automobile, on a cité des radars, on a cité des détecteurs d'obstacles, on a cité un fichage tête. Ce sont des systèmes électroniques embarqués. En fait, pour faire simple, vous avez un objet, un produit, c'est votre téléphone, c'est considéré comme un système. Ce système est composé de sous-systèmes. Et en l'occurrence, ici, nous avons des sous-systèmes électroniques qui concentrent à la fois du matériel et des logiciels. C'est là où l'UNESCO a également un rôle à jouer, en tentant de réduire, par le soutien qu'elle apporte à ses États membres, les inégalités dans l'accès au savoir et à la recherche. La fracture technologique risque d'avoir un effet
démultiplicateur sur les inégalités sociales. L'UNESCO doit être en mesure d'aider ses États membres à s'adapter aux nouvelles réalités et à accéder aux savoirs technologiques. Nous nous dirigeons inévitablement vers un futur automatisé et une intelligence artificielle. Ça, on n'a pas le choix. Aux possibilités quasi illimitées. Il nous faut impérativement peser toutes les implications éthiques de cette nouvelle technologie. Mais j'ai été séduit par le thème. C'est comme si aujourd'hui vous alliez voir un chef d'entreprise ou un ministre et vous lui dites j'ai de très beaux téléphones à vendre et vous demandez c'est quoi le téléphone. Exactement ça. Donc les évolutions qu'il y a eu sont énormes. Et si je suis venu, c'est parce que depuis un an, l'OIT a engagé, l'Organisation internationale du travail, a engagé une réflexion sur l'avenir du travail. Le travail est en train de changer. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur, comme M. Pout a peur de voir certains métiers disparaître, certains emplois disparaître. Mais vous ne vous rendez pas compte de la multiplicité des emplois qui se créent. Une question qui est en même temps un commentaire et qui se base sur ce qu'on a vu récemment en Italie avec l'effondrement du pont de Genoa. Donc je pense qu'en ce qui concerne la communication avec l'infrastructure, c'est un aspect fondamental qu'il faille continuer à approfondir. Tous les modèles qui sont mis en place vont dans le sens de réduire ces défaillances. Pour ce qui concerne le génie civil et ces structures-là, elle est soumise à des phénomènes de dégradation, des phénomènes d'usure, dont les origines sont diverses. Ça peut être les contraintes de service, ça peut être l'environnement qui vont influencer sur les matériaux, les liaisons, etc. L'analyse ou une présentation, c'est bel et bien une invention. Et parce que ça, certainement, ça remplit les critères de brevetabilité, savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Je voulais savoir si vous avez déjà pensé à protéger cette invention. Vous soulevez un point essentiel. La protection de la propriété intellectuelle dans ce milieu à forte innovation est un point fondamental. Je vous rassure, tous les éléments que j'ai pu évoquer aujourd'hui sont d'ores et déjà protégés. Je crois qu'on n'a pas seulement le droit de rêver, mais on a le droit d'y croire. Nous devons y croire, nous devons croire que ces Camerounais-là vont aller encore plus haut dans les technologies et que ces technologies pourront être bien adaptées pour nos réalités. Ma présentation, mon intervention aujourd'hui de la part de l'UNESCO, c'était la nécessité et l'importance de focaliser vraiment sur l'éducation des sciences, des technologies, de l'innovation, comment préparer les nouvelles générations, cette richesse, ce capital humain de la jeunesse en Afrique en général, comment la prêter à contribuer à cette nouvelle révolution technologique à laquelle nous serons exposés inévitablement, très prochainement. Ce que nous avons déjà en commun à tous, c'est la qualité de notre ressource humaine. Les jeunes sont bien formés, le système de formation est en place, mais il faut aller plus. Il faut sortir des laboratoires, des écoles, pour aller vers les personnes qui en ont besoin. Que ça parte des laboratoires vers la rue, vers les entreprises, qu'il y ait cette synergie-là de développement, recherche et développement. Là, nous sommes outillés. Maintenant, sur le plan beaucoup plus général,
nous disposons de pas mal de ressources minières dont les produits sont utilisés pour la fabrication de ces composants-là. Mais bien entendu, il ne faut pas que ça, il faut autre chose, il faut des moyens. Donc je sors de cette discussion très enthousiaste, très confiant sur la capacité des uns et des autres à en comprendre les enjeux, à se les approprier et surtout, j'en ressors avec la conviction que les 10 prochaines années nous permettront de nous épanouir d'un point de vue des ingénieurs, mais d'un point de vue de la société civile dans son ensemble. Avec ce tour aujourd'hui dans les sciences de l'ingénieur, nous avons voulu ouvrir un nouveau pan de discussion sur les problèmes qui peuvent permettre de construire une perspective globale sur les innovations. Il est très important qu'au cœur de l'Afrique centrale, au Cameroun, on commence également à discuter en profondeur de ce monde qui vient, avec la robotique, avec l'automatisation, avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet des objets. Je suis très reconnaissant à l'ingénieur Julien Foot, à l'UNESCO, à l'École nationale supérieure polytechnique, département de génie mécanique et industriel, d'avoir tendu la main au CIDES pour que cette discussion s'enracine au sein de l'un de nos clubs. Donc elle va continuer parce que, comme on l'a vu tout à l'heure avec les interpellations posées par exemple par le ministre du Travail, il est fondamental que la jeunesse s'empare de ces questions-là qui vont façonner le futur. Et pour nous, en tant que laboratoire d'idées, c'est très important. Je pense également que ce qu'il faut retenir, qui est essentiel, c'est qu'il appartient à chaque société d'observer comment elle fonctionne, comment elle vit, de s'approprier ses défis et de trouver des solutions à ces défis. Je m'appelle Igneyeban Bayokok Tresipola, élève ingénieur en 4e année génie industriel à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Alors, au sortir de cette session d'échange, voilà, ce que je retiens, c'est que l'intelligence artificielle appliquée à l'électronique embarquée dans le sens de l'automobile est très importante dans la mesure où elle modifie le travail